Bonjour à tous, j'adore vous parler de rétro gaming. Vous le savez, Xanadu, l'Amiga, Batman Return of the Joker. Mais la plupart du temps, ces jeux ils sont plus vieux que moi, et du coup je les ai pas connus à leur sortie. Et oui, je suis un enfant des années 2000, et j'ai donc grandi avec des consoles comme la DS ou encore la Wii. Et s'il y a bien un jeu que j'ai poncé, c'est Super Mario Galaxy! Bon, je vais rien vous apprendre en vous disant que Mario est une figure forte de Nintendo. Mais non, jure. Oh, tu vas pas commencer. À la base, t'es ici pour faire des commentaires pertinents. J'en ferai quand tu feras des explications pertinentes. Ah ouais? Ben... Créé initialement en 1981 pour le jeu d'arcade Donkey Kong sous le nom de Jumpman, il deviendra la mascotte de Nintendo, apparaissant dans d'autres jeux d'arcade comme Mario Bros ou des Game & Watch. Mais c'est vraiment en 1985 avec Super Mario Bros sur Famicom puis la NES chez nous que le personnage devient mondialement célèbre. À partir de là, Nintendo tient sa poule aux œufs d'or. On aura un Super Mario Bros 2 un peu spécial car étant différent entre le Japon et le reste du monde, puis un Super Mario Bros 3 qui réussit l'exploit de freiner les ventes de la Mega Drive alors que le jeu sort sur une NES à bout de souffle. Ce sera ensuite en 1991 que sortira Super Mario World pour le lancement de la Super Nintendo qui sera bluffant dans les idées de gameplay ou sa musique adaptative. C'est aussi à la même période que fleuriront les spin-offs comme par exemple Super Mario Kart. Et en l'an de grâce 1997 sort la Nintendo 64 avec le cultissime Super Mario 64. Véritable raz-de-marée qui redéfinira à lui seul les codes des platformers 3D. Puis en 2002, ce sera au tour de Super Mario Sunshine de sortir sur la toute jeune GameCube qui sera cela dit moins marquant que son prédécesseur tout en restant un très bon jeu quand même. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Pertinent ou pas? Ah cool, j'avais la flemme de lire la page Wikipédia de toute manière. Bon, rentrons dans le vif du sujet alors. En 2007, c'est au tour de Super Mario Galaxy de sortir sur Wii donc. C'est un platformer 3D développé et édité par Nintendo et reposant sur la structure instaurée par Super Mario 64. Le jeu s'ouvre sur une courte cinématique où l'on voit Mario se rendre à la fête des fragments d'étoiles qui n'a lieu que tous les 100 ans. S'ensuit une courte séquence de gameplay servant de tutoriel caché afin de prendre en main Mario, de voir ses différents mouvements et sa physique. Et là, patatras. Vous ne devinerez jamais ce qui se passe. Que what? Bowser, attention, Pas lui. vient kidnapper la princesse Peach. Mais non. Et ouais, et c'est pas fini. Oh, le suspense c'est insoutenable. Il veut dominer le monde en créant son propre univers. Non. Ouais, bon, vu comme ça, les scénaristes se sont pas foulés, mais on y reviendra plus tard. Donc suite à toutes ces péripéties, on se réveille sur une planète entourée de lapins qu'on va devoir attraper en naviguant autour et à travers cette planète. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les tutos qui ne ressemblent pas à des tutos, ça fait plaisir. Là, ça permet de prendre en main la principale nouveauté de ce jeu, les planètes et leur système de gravité. En effet, dans Super Mario Galaxy, on va être amené à naviguer à travers plusieurs galaxies composées elles-mêmes de plusieurs planètes, qui auront des formes, des tailles et des gravités différentes. Après avoir attrapé tous ces lapins, on rencontre Harmony, un personnage mystérieux qui se présente comme étant la mère de toutes ces étoiles vivantes, les Luma. Elle nous confie d'ailleurs un Luma qui va nous accompagner, nous permettant de tournoyer en secouant la Wiimote. Et on débarque dans le hub central du jeu, l'observatoire de la comète. C'est le lieu où Harmony et les Luma vivent. Il s'agit d'un astronef totalement immobilisé après que Bowser ait volé toutes les super étoiles qui servent de source d'énergie à l'observatoire. On va donc devoir récupérer les super étoiles pour réalimenter l'astronef et aller sauver Peach. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour apprécier ce hub? On oublie le menu ou la map où on choisit la zone et puis le niveau. Et ça, ça fait plaisir. Bref, on nous donne alors accès à la première zone qui est la terrasse dans laquelle on rentre dans la première galaxie, la planète œuf. Et là, on va direct parler d'un truc. Ce sont les musiques. Elles sont excellentes. Outre le fait qu'elles sont marquantes, ce qui saute aux yeux, c'est qu'elles sont orchestrales. En effet, grâce au support DVD de la Wii, Nintendo a décidé de faire appel à un orchestre pour les musiques du jeu. Et le résultat est juste bluffant. A noter qu'en plus, on a droit à des musiques adaptatives comme celle de l'observatoire qui s'enrichit au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Bon, en termes de gameplay, il n'y a pas grand chose à reprocher, c'est un jeu Mario.
C'est très bien pensé, le tournoiement offert par le Luma nous permet de briser des objets, assommer des ennemis ou de sauter un peu plus haut et plus loin. On a de nouveaux power-up avec le champi abeille qui nous permet de nous transformer en abeille, la fleur de glace avec laquelle on peut créer des plateformes glacées sur les liquides, le champi fantôme pour se transformer en boue nous permettant de flotter et de traverser certaines parois, ou le champi ressort pour pouvoir rebondir dans tous les sens. Cela dit, si on veut pinailler, il y a bien quelques ombres au tableau. Dans les niveaux, on va régulièrement trouver des fragments d'étoiles qu'on va pouvoir et même devoir récolter. Et pour ce faire, on va pouvoir marcher dessus comme pour les pièces, mais pas que, car certaines sont inaccessibles à Mario. La plupart du temps, pour les récolter, on va devoir pointer la Wiimote vers la télé et viser les fragments pour les récolter. Alors, ce n'est pas un problème en soi, et ça marche plutôt bien. Le vrai problème, c'est que souvent ça va un peu casser l'action de devoir s'arrêter et de viser les fragments d'étoiles, ou essayer de faire les deux en même temps et prendre un dégât. Aussi, ce fameux champi ressort, l'idée de base pouvait être intéressante, mais dans les faits, ça rend Mario difficilement contrôlable, ce qui peut rendre certaines phases de plateforme assez frustrantes. Bon, je vais pas vous parler de chaque niveau du jeu, il y aurait pas grand chose à dire. Oh bah quand même, il y en a qui sont assez originaux. Moi j'adore le côté épique des jardins venteux, avec leur musique qui est juste excellente. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sortent du lot. Comme par exemple le défi surf qui nous permet de rider une Raymonta en tenant la Wiimote à l'horizontale, ou celui-ci qui est clairement inspiré de Monkey Ball, à ceci près que dans Monkey Ball on oriente le plateau et ici on oriente directement la boule en tenant la Wiimote à la verticale et en l'inclinant. De la même manière, les niveaux de Bowser sont tous innovants dans l'utilisation de la gravité et avec en musique une réorchestration de la musique de Super Mario 64. Le jeu propose aussi de varier son gameplay avec les comètes. Passé un certain moment, des comètes vont faire leur apparition aux abords des galaxies et altérer le gameplay. On a la comète rouge qui va nous demander de finir le niveau dans un temps imparti, la comète blanche où on devra affronter un boss mais avec un unique point de vie, et la comète bleue qui nous fait affronter à la course notre double maléfique. En termes de game design, on reste sur du solide. Le premier dôme, la terrasse, nous donne accès à des galaxies qu'on débloque avec un certain nombre d'étoiles jusqu'à débloquer un avant-poste où on va pouvoir affronter Bowser ou Bowser Jr. et récupérer une grande étoile qui va débloquer l'accès à un nouveau dôme et ainsi de suite. Alors, il existe aussi les comètes violettes qui nous demandent de récolter 100 pièces dans un niveau, mais celle-là on va pas en parler parce qu'elle apparaît après la fin du jeu. En même temps, on s'entendait à un gameplay et un level design aux petits oignons avec un jeu Mario. Ouais, par contre en termes de scénario... Genre les scénaristes ils travaillaient tous sur Zelda, et il restait que le neveu de la secrétaire, Titouan, 6 ans et demi, qui était dispo pour Mario. Abuse pas. Oh là là, Princesse Peach s'est fait kidnapper par Bowser. Je m'y attendais pas du tout, c'est que la 7ème fois ce mois-ci. Putain, même moi je peux faire mieux. Mais là où tu t'y attendais pas, c'est qu'en fait l'histoire, elle est vachement plus profonde. Et ouais, car Titouan, il a pris le temps de développer certains personnages, et notamment celui d'Harmony. C'est le personnage central de l'intrigue. Si on enlève Mario, c'est le personnage qui apparaît le plus souvent. Harmony est assez mystérieuse, on ne sait pas grand chose d'elle si ce n'est qu'elle est la mère des Luma, qu'elle est nostalgique de sa planète natale et que Mario lui rappelle vaguement quelque chose. Puis on déverrouille l'accès à la bibliothèque, qui est une zone totalement facultative, mais si on souhaite s'y rendre, on va avoir Harmony qui va raconter une histoire, son histoire. Pour la faire courte, un bébé Luma cherche sa maman, et alors qu'Harmony part à sa recherche et se retrouve loin de sa planète et de sa maman, une centaine de Luma vont se joindre à elle malgré elle. Et elle va prendre son rôle très à cœur et tenter de leur donner la meilleure vie possible. C'est assez touchant, et ça a d'ailleurs aussi beaucoup alimenté les théories sur un lien entre Mario, Peach et Harmony. Pour voir la fin du jeu, il faudra collecter 60 étoiles, ce qui est assez facile à faire. Une fois fait, l'observatoire récupère ses capacités d'astronef et nous emmène aux confins de l'univers pour sauver Peach. On est donc au niveau final qui va pousser les mécaniques de gravité à fond et donner encore une fois un côté épique à nos actions. Arrive donc le moment de l'affrontement final contre Bowser qu'il va falloir frapper 6 fois. C'est assez rare pour le dire. Le tout sublimé par une musique excellentissime et une fois le dernier coup asséné, notre ennemi juré disparaît dans la lave. Mais alors qu'on allait tranquillement rentrer chez nous, la galaxie de Bowser s'effondre sur elle-même, créant un trou noir nous aspirant. Notre Luma qui nous a accompagnés depuis le début nous quitte pour aller mourir dans le trou noir et devenir un astre cosmique. Et c'est après un dernier dialogue avec Harmony qu'on se retrouve à nouveau chez nous, comme si de rien ne s'était passé, mais c'est pas vraiment chez nous. Et c'est la fin de Super Mario Galaxy. Tu pleures? Non mais, c'est trop triste en fait. Tu vois, je te l'avais dit. Et c'est Titon qui a écrit ça. Quel talent. Oui, donc, au final, Mario Galaxy est un jeu d'une grande qualité, mais il n'est pas parfait pour autant. Car quand on le compare à Super Mario 64, sorti 10 ans plus tôt, on a un peu l'impression d'un retour en arrière. En effet, outre le fait que chaque monde propose moins d'étoiles que sur l'opus Nintendo 64, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de liberté. Dans Super Mario 64, on pouvait partir faire une étoile et au final en faire une autre. Alors que dans Super Mario Galaxy, une étoile sera égale à un chemin précis, et lorsqu'on choisira une autre étoile, on aura un tracé différent. Ben quoi? Ah c'est tout. Donc tu passes 10 minutes à encenser le jeu, et d'après toi il y a qu'un seul défaut, et voilà, fin de tournage, on remballe. Ouais, bon j'avoue, je suis peut-être un peu biaisé.
J'ai grandi avec ce jeu et il m'a littéralement mis des étoiles plein les yeux. Objectivement parlant, on n'aura pas une telle liberté avant Super Mario Odyssey sorti quelques années plus tard. Mais pour moi il est le jeu qui m'a initié au Mario 3D, et j'ai par conséquent tout un tas de souvenirs inoubliables. Et je suis sûr que si vous aussi vous y avez joué, vous avez tout un tas d'anecdotes. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, après avoir liké et vous être abonné bien sûr. Ah oui, donc tu savais vraiment pas comment finir.